Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait très plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous parler de pratiques parentales positives. Un sujet, en fait, de recherche et un intérêt qui m'anime depuis plusieurs années maintenant. Être parent, d'ailleurs, levez donc la main ceux dans la salle ici qui sont des parents. Parfait. Alors, vous voyez que c'est une expérience qui est quand même une expérience, hein, on se pose même pas la question à savoir si c'est normal ou pas d'être parent. On devient parent, ça fait partie de la vie pour la plupart d'entre nous, une majorité d'adultes. Donc, on a vraiment à vivre cette situation-là dans la majeure partie de nos vies. Et dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, c'est un rôle qui va être vécu par les gens comme un rôle qui est valorisant, un rôle qui est épanouissant, puis qui remplit de satisfaction aussi. Sauf que dans certains cas, dans certaines situations, ça peut parfois aussi être un peu plus difficile. Hein, des fois, être parent, c'est stressant. Parfois, c'est frustrant. Ça peut être aussi désemparant parce qu'on n'a pas vu venir certaines choses, on ne pensait pas que ça serait comme ça. Donc, c'est déstabilisant dans certaines situations. Et il y a des enquêtes de plus en plus, des résultats de recherche qui démontrent ça d'ailleurs très bien, dont une qui a été réalisée au Québec il y a 2 ans, en 2015, par l'Institut de la statistique du Québec, où on a questionné à peu près, je pense, un échantillon de près de 15 000 parents, 14 900 pères et mères d'enfants de 0,5 ans, donc des jeunes enfants. Et on a essayé de comprendre quelle était leur expérience parentale, leur expérience d'être parent. Ils ont produit des belles petites infographies comme celle que vous voyez à l'écran ici. Je vous ai mis le lien si jamais vous voulez aller en savoir plus parce qu'ils en ont produit plusieurs et ça résume très bien le résultat de recherche. Ici, on ne voit pas très clairement sur la diapo, mais je vais vous livrer quand même certains résultats qu'ils ont trouvés. D'abord, 95% des parents québécois de jeunes enfants considèrent qu'ils ont toutes les habiletés nécessaires pour être un bon parent. Alors ça, c'est encourageant. Hein, ça va un peu dans le même sens que ce que Marie-Christine et Elisabeth nous ont présenté tout à l'heure. Dans la majorité des cas, les gens vont bien, les gens en famille, ça se passe bien. Il y a 85% des parents qui croient qu'ils sont les mieux placés pour savoir qu'est-ce qui est bon pour leurs enfants, ce dont leur enfant a besoin. Alors ça aussi, c'est intéressant. On voit que les parents assument bien ce rôle-là. 78% considèrent être un bon exemple pour de futurs parents ou de nouveaux parents. Donc ça aussi, c'est un signe que les parents ont une certaine confiance en eux, qu'ils sont à l'aise dans ce rôle-là. Il y a quand même des petits chiffres qui peuvent nous inquiéter un peu plus dans ce type d'enquête-là. Par exemple, 24% des parents, donc un parent sur 4, disent n'être jamais ou rarement soutenus par leur entourage lorsqu'ils n'en peuvent plus. Alors là, ça peut nous inquiéter un peu plus parce que le soutien social, hein, c'est quelque chose dont on a tous besoin, les humains, on est des êtres sociaux, on a besoin les uns des autres, on a besoin de l'entraide de nos pairs quand les choses dérapent un peu ou vont moins bien. Alors, un parent sur 4 qui dit n'être pratiquement jamais soutenu quand ça va mal, alors là, c'est plus inquiétant. Et 45% des parents ont l'impression d'être trop souvent à la course pour accomplir ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est vraiment une chose qui revient, pas juste au Québec, dans à peu près toutes les enquêtes de parentalité qui sont faites dans le monde, particulièrement dans nos pays développés. Les parents qui sont à la course, qui n'ont jamais de temps, qui sont toujours la broue dans le toupette pour faire ce qu'ils ont à faire. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort et c'est une préoccupation pour les parents. Ça entraîne ce genre de situation-là, parfois des situations où les choses vont moins bien. On peut avoir, dans une relation parent-enfant qu'on considère un peu plus à risque, différents facteurs qui vont se cumuler, hein, différentes situations de vie qui vont se juxtaposer les unes aux autres pour entraîner une espèce d'enchaînement de problèmes qui vont se développer dans la famille. Quand on regarde les parents, on peut avoir, peut-être que certains se reconnaissent dans cette mère-là avec son café le matin, donc des situations où les parents sont parfois stressés. Tout à l'heure, on a parlé de séparation conjugale, c'est un exemple de stress, mais il peut y avoir toutes sortes d'autres stress que les parents vivent au travail, dans des stress financiers, toutes sortes de stress, donc qui fait augmenter ce niveau d'inconfort, qui peut entraîner de la détresse psychologique chez les parents, qui peut faire en sorte qu'avec leur enfant, ils vont développer un sentiment d'être pas très compétent, de pas l'avoir. Finalement, je l'ai pas, moi, comme parent, quelle idée j'ai eu d'avoir un enfant. C'est donc des choses comme ça, des fois, on va entendre ce genre de choses-là.
Pour certains parents, je les ai mis en plus petits, mais c'est quand même parce que c'est des problèmes qui sont plus rares, mais c'est des problèmes qui peuvent quand même être présents et affecter aussi l'exercice du rôle parental. Donc, des parents qui ont des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, de médicaments, des troubles mentaux, des problèmes de santé mentale, ou encore qui vivent des conflits importants ou de la violence dans leur couple. Alors, souvent, ce trio de facteurs-là est considéré comme un trio de facteurs assez explosif là, pour la qualité des relations parents-enfants. Et à côté de ça, ben on a l'enfant qui lui aussi amène ce qu'il a, son tempérament, qui il est dans cette relation parent-enfant-là. Et il y a certains enfants qui peuvent être plus difficiles que d'autres, plus exigeants que d'autres pour les parents. Exemple, un nourrisson qui pleure beaucoup. Peut-être certains d'entre vous ont vécu ça, des bébés qui pleurent dans les premiers mois de vie, qui sont un peu inconsolables, puis les parents souvent, ça peut être lié, hein? Ça peut générer un faible sentiment de compétence quand ton enfant pleure tout le temps, que tu n'arrives pas à le calmer. Des enfants qui vont avoir un tempérament plus difficile, plus exigeant, qui vont être plus colériques, qui vont être plus opposants en grandissant. Des enfants aussi qui, parfois, ont des maladies ou des déficits. On parle souvent ces temps-ci du fameux déficit de l'attention avec hyperactivité, mais il peut y avoir aussi des déficits physiques, toutes sortes d'autres déficits chez les enfants. Ça amène une surcharge souvent pour le parent. Ça peut amener des difficultés. Et ça interagit ensemble, le parent puis l'enfant dans leur relation. Tous ces facteurs-là, ça vient comme s'alimenter l'un l'autre et ça peut, dans certains cas, mener à des situations qui vont trop loin. Donc, je vous présente ici un petit vidéo qui a été réalisé par l'Observatoire des Tout-Petits. C'est un projet auquel j'ai collaboré, donc c'est une facette de notre travail de chercheur, souvent qu'on présente moins, mais parfois on est amené à collaborer à des beaux projets comme ça avec toutes sortes de partenaires dans le milieu. Alors c'est un dossier là, sur lequel j'ai travaillé, puis c'est un petit vidéo qui a été produit dans ce contexte-là. Regarde plus proche. Oui, comme ça. Si on regarde bien dans les yeux d'un enfant, on peut voir notre avenir. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nous, qu'il faut nous aider à bien grandir, qu'il faut bien nous traiter. Mais on n'a pas toujours les meilleures conditions pour se développer. Pour certains parents, c'est plus difficile. Il y en a qui manquent d'argent, d'autres qui sont seuls ou qui sont épuisés. Chaque jour, au Québec, les DPJ comptent au moins 20 nouvelles situations de maltraitance chez les tout-petits de 5 ans et moins. 20, c'est autant que ça, jour après jour. Et ça, c'est sans compter ce qu'on sait pas. Il me semble que c'est beaucoup. Pas vous? Ensemble, prévenons la maltraitance. Agissons pour offrir aux tout-petits et à leurs familles le soutien dont ils ont besoin. Il existe des solutions. Donnons à nos tout-petits le meilleur départ possible. Donc, 20 fois par jour au Québec, quelqu'un prend le téléphone pour appeler la DPJ et signaler la situation d'un enfant qui est en difficulté ou pour lequel ils sont inquiets. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça remplit un petit autobus scolaire. Qu'est-ce que ça fait là, les petits autobus jaunes? Là? Donc, c'est quand même préoccupant. Et oui, il y a des pièges parentaux dans lesquels les parents peuvent parfois tomber quand les situations deviennent trop difficiles. Et il y en a deux principaux dont on va parler. Le premier, c'est la coercition, à devenir comme plus coercitif avec nos enfants, plus punitif, ou encore le laxisme, le laisser-faire. Donc ça, c'est deux pièges et parfois même, on peut les utiliser un peu comme en alternance dans un pattern un peu incohérent. Là, des fois, on est très sévère, d'autres fois, on laisse aller, puis bon, on mélange un peu ces deux styles-là. La coercition, on parle à ce moment-là d'un parent qui va développer un style d'encadrement qui va être plus réactif, qui va devenir rigide et qui va être plus autoritaire avec l'enfant. Ça peut aller même vers un parent qui va devenir colérique et hostile avec son enfant. Et les dangers à ça, c'est qu'un parent peut se mettre à avoir des comportements, par exemple, comme crier, menacer l'enfant, le dénigrement, la punition corporelle. Donc, c'est tous des comportements qui sont en lien là, avec ce style parental coercitif-là. Ultimement, dans les cas les plus extrêmes, ça peut aller jusqu'à des situations de violence et d'abus envers l'enfant. Et qu'est-ce que ça fait chez l'enfant, ce genre de situation-là? Bien, premièrement, ça le met en colère. Ça lui fait peur, ça lui fait vivre un sentiment d'injustice, de ne pas être traité justement. Et ça lui apprend aussi, on est des modèles, hein, les parents pour nos enfants, donc les enfants là-dedans peuvent apprendre qu'intimider les autres, qu'être agresser les autres, c'est normal, puis c'est correct de faire ça pour obtenir ce qu'on veut. Alors ça, c'est les dangers de ce style parental-là.
À côté de ça, le laxisme, là, on va parler plus ici d'un encadrement de l'enfant qui va être plus passif, plus permissif ou plus mou. Un parent, souvent, qui va nous apparaître comme un parent un peu déprimé ou en tout cas dépassé par la situation, qui va être en danger de manquer de supervision avec son enfant ou encore de se désengager dans son rôle de parent. On entend parfois parler des parents qui démissionnent dans notre société. Moi, ça me fâche toujours un peu d'entendre cette expression-là, parce que les parents qui démissionnent, c'est pas parce qu'ils veulent démissionner, c'est souvent parce qu'ils sont un peu dépassés puis ils ont besoin d'aide. Puis comme on a dit tantôt, il n'y a pas beaucoup d'aide nécessairement qui leur sont offertes. Mais il reste que pour l'enfant, ultimement, une situation comme ça pourrait mener dans les situations les plus graves à des situations de négligence des besoins de développement de l'enfant. Et pour l'enfant, ben, il y a un danger là-dedans. Lui, ce qu'il va vivre, c'est un manque de repères, parce qu'il n'y a pas de balise, un manque d'attention, une impression qu'il n'est pas important, qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas apprécié. Et il peut apprendre aussi à l'intérieur de ça ben, qu'il peut faire un peu n'importe quoi sans qu'il n'y ait jamais de conséquences. Donc, ça peut mener aussi à des problèmes de comportement chez l'enfant. Il y a des statistiques qui sont préoccupantes par rapport à la maltraitance. Vous voyez ici au tableau des taux de signalement en protection de la jeunesse qui sont jugés fondés. Qu'est-ce que ça veut dire, juger fondé? Ça veut dire que l'intervenant en protection de la jeunesse, il a reçu ce signalement-là, il l'a évalué, puis il a estimé que oui, effectivement, il y avait un problème de mauvais traitement dans cette situation-là. Alors, vous voyez qu'entre 2007 et 2012, à peu près, ça a augmenté à peu près sans cesse, ce taux de signalement-là, pour être stable à peu près là, depuis 2012. On parle d'un taux d'augmentation de 27% entre 2007 et 2016. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup actuellement, cette augmentation-là qu'il y a eu dans les taux de signalement d'enfants en protection de la jeunesse. Si on regarde une autre sorte de chiffre, qui sont plus un chiffre maintenant qu'on obtient avec des enquêtes. Tout à l'heure, Marie-Christine a parlé on pouvait des fois faire dans nos recherches des enquêtes auprès des parents, dans la population générale. Donc, quand on fait ce type d'enquête-là auprès des parents et qu'on interroge les parents sur qu'est-ce qui se passe à la maison avec l'enfant, on apprend qu'un jeune enfant de 0 à 5 ans sur 4 a vécu à la fois de l'agression psychologique répétée et de la violence physique mineure dans l'année 2012. C'est une enquête qui a été faite en 2012. Quand on parle de violence physique mineure, c'est tout ce qui se rapporte à de la punition corporelle. Je serre le bras, je secoue l'enfant, je lui donne une tape sur les fesses, par exemple, ou sur un bras, quelque chose comme ça. Donc, 1 sur 4, c'est des choses qui se produisent là, à répétition, alors c'est quand même un chiffre qui est important aussi. Est-ce qu'on peut prévenir ces situations-là? Moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement dans mes travaux de recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ces chiffres-là baissent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir qu'on en arrive là, des fois comme parents, avec nos enfants? Il y a plusieurs mesures qui sont démontrées efficaces là, dans la littérature scientifique. Les recherches qui ont été faites suggèrent qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de nos politiques publiques. Donc, au niveau des politiques familiales, politiques sociales, par exemple. Par exemple, renforcer l'appui financier aux familles dans le besoin. La pauvreté, la défavorisation économique, c'est un facteur de risque important parce que c'est un très, très gros stress pour les parents qui ont à élever une famille. Assurer un accès au logement, aussi un logement de qualité, à la sécurité alimentaire pour les familles et à des environnements sains et sécuritaires de façon générale. Offrir des services éducatifs accessibles et de qualité dès la petite enfance. On va parler, par exemple, des services de garde, des CPE, qui ont été un peu mis à mal là, au cours des dernières années au Québec. Et aider les parents à concilier les exigences du travail et celles de la famille. Ça aussi, c'est un gros enjeu actuellement. Et on a toutes sortes là, de politiques là, au Québec qui peuvent quand même aider, comme les congés parentaux, par exemple, ce genre de choses-là. Il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau légal. Par exemple, il y a de plus en plus de gens au Canada qui militent pour qu'on bannisse la punition corporelle comme une mesure qui est légale. Dans le code, on voudrait, puisque ça fait dans le code criminel canadien, en fait, c'est pas considéré comme un acte criminel de frapper un enfant. Alors, et là encore là, avec des balises. Okay, mais parce qu'il ne s'agit pas de le battre, parce que là, effectivement, des situations de violence sévères sont couvertes par la protection de la jeunesse, mais les punitions corporelles, c'est quelque chose qui est considéré comme légal au Canada. Alors, il y a beaucoup de recherches qui montrent que dans les pays où on a banni ce genre de comportement-là de nos lois, où on a considéré comme illégal, ça fait en sorte que les taux de mauvais traitement diminuent aussi
dans ces pays-là. Donc, ça, c'est une mesure aussi qu'on pourrait prendre. Dans mes recherches, dans les dernières années, je me suis intéressée plus particulièrement à former et à accompagner des intervenants pour essayer d'offrir aux familles les meilleurs services possibles par l'entremise d'outils et de programmes qui sont éprouvés. Qu'est-ce que ça veut dire éprouvés? Ça veut dire des programmes, des interventions qu'on a évaluées avec la recherche et qu'on a démontrées comme étant efficaces pour réduire différents facteurs de risque, pour réduire différentes problématiques dans les relations parents-enfants. Et aussi déployer des campagnes médiatiques qui valorisent le rôle parental et qui font la promotion de pratiques parentales positives. Donc, ces deux aspects-là, c'est vraiment les aspects sur lesquels mes recherches ont porté dans les dernières années, puis dont je vais vous parler un petit peu plus. Comment on travaille efficacement avec les parents dans une perspective de les aider à adopter ce qu'on appelle des pratiques parentales positives, donc finalement tout l'inverse des comportements coercitifs puis laxistes que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, d'abord, c'est important de montrer aux parents, souvent, de mieux gérer ces émotions négatives. Par exemple, la colère, du stress, c'est normal d'en vivre avec son enfant, mais il y a une façon dont on peut le gérer, ce stress-là, cette colère-là, et on peut se calmer et se maîtriser, et ça s'apprend ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec les parents dans le cadre des programmes efficaces, ça fait partie des stratégies qu'on travaille avec les parents. Enseigner aussi des stratégies qui sont éprouvées là, pour stimuler, soutenir, encadrer puis discipliner l'enfant, communiquer avec lui. Donc, c'est tout ce qui touche à ce qu'on appelle les compétences ou les habiletés parentales. Hein, et on aide le parent non seulement à développer ça, mais aussi à monitorer, à suivre un peu ses succès, à s'observer lui-même, à observer le comportement de son enfant au quotidien pour voir comment ça s'améliore dans sa famille. L'aider aussi le parent à ajuster ses attentes. Vis-à-vis de lui-même, aussi vis-à-vis de son enfant, ses attentes puis ses perceptions. Hein, on a souvent affaire à des parents qui vont avoir des attentes des fois très élevées. Les parents ont beaucoup de pression aujourd'hui pour être des bons parents, puis ils s'en mettent beaucoup aussi, puis ça peut devenir même en soi une source de stress. Donc parfois, c'est comme le paradoxe de vouloir aider, puis finalement, on se rend compte qu'on met de la pression. Alors l'idée, c'est d'essayer de défaire un petit peu ça, pour plutôt essayer d'amener le parent à être réaliste dans ses attentes, puis aussi dans sa compréhension du comportement de son enfant. Des parents, parfois, je vous donne un exemple de ça, peuvent avoir un très jeune enfant, puis arriver à l'intervenant, puis dire à l'intervenant, « Mon enfant, il me cherche, il essaie juste de me provoquer. » À quel âge a votre enfant? 6 mois. Bon, OK. Je pense que là, il y a comme un petit réajustement à faire. Fait que donc, vous voyez un peu le genre de travail, des fois, qui peut se faire dans ce genre de programme-là. On aide les parents aussi à appliquer des stratégies qui sont efficaces dans les résolutions de problèmes et de conflits avec leurs enfants. Et finalement, dans le cas de parents qui vont avoir des difficultés plus importantes, comme celles dont on parlait tantôt, des problèmes de consommation, de conflits, de violences conjugales ou de santé mentale, on peut amener le parent, l'accompagner vers d'autres ressources de sa communauté qui vont pouvoir l'aider sur ces questions, sur ces problématiques-là, pour essayer de régler ces problèmes personnels aussi. Donc ça, c'est les éléments, souvent les ingrédients qu'on va retrouver dans les programmes de soutien à la parentalité qui sont considérés comme des stratégies efficaces pour travailler avec les parents, pour aider les parents. Le programme avec lequel on a travaillé, nous, dans le cadre de mes recherches dans les dernières années, c'est un programme qui s'appelle Triple P. Triple P pour pratique parentale positive. Alors, c'est un programme qui a été développé en Australie. Et qui existe depuis plus de 30 ans et sur lequel il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et qui a démontré finalement son efficacité à intervenir auprès des parents pour à la fois réduire plusieurs facteurs de risque de la maltraitance, mais aussi pour vraiment comme réduire le problème de maltraitance en soi. On a démontré que quand on implantait ce programme-là dans une communauté, au bout de 2 ans, on était capable de voir des effets notables sur les taux de signalement en protection de la jeunesse, par exemple. Donc, c'est ce qui nous intéressait particulièrement d'essayer ce programme-là ici, dans une perspective de prévention des mauvais traitements envers les enfants. C'est un programme qui est souvent décrit, vous voyez ici l'espèce de pyramide inversée, où il y a 5 niveaux d'intervention. Donc, on parle d'un programme, mais en fait, c'est plus comme une espèce de système intégré d'intervention auprès des parents qui vise l'ensemble de la population. Ça s'adresse à tous les parents. Ça ne s'adresse pas juste à des parents qui ont des difficultés, ça s'adresse vraiment à l'ensemble des parents d'une communauté. Et dans ce sens-là, c'est très déstigmatisant pour les parents et c'est présenté beaucoup comme une espèce de formation au rôle de parent. Dans le sens où quand je deviens parent, mon enfant, il n'arrive pas avec un manuel d'instruction, puis j'ai besoin de développer, des fois, savoir comme quoi faire. Ça ne vient pas nécessairement tout seul. Puis même les intervenants qui offrent le programme
le disent. Ils disent, moi, si j'avais connu ça avant, même avec mes enfants, ça m'aurait aidé. Donc, c'est vraiment comme une espèce d'approche qui peut s'adresser à tous les parents et qui comprend autant une campagne d'information. On avait de l'affichage, un site web, un petit dépliant qui circulait. Il y a des conférences pour les parents au niveau 2 qui sont offertes, mener des conférences dans la communauté où tous les parents sont libres d'assister, c'est gratuit. Et ensuite, les niveaux 3, 4 et 5 du programme, c'est vraiment plus de l'intervention directe. Là, un parent qui aurait un petit peu plus de besoin, il a besoin d'être plus coaché ou plus accompagné avec son enfant dans le développement de ses stratégies parentales positives. Alors là, il y a un accompagnement qui est offert. Et le niveau 3, 4 ou 5, c'est en fonction du niveau de besoin, de l'ampleur des besoins que le parent va avoir. Donc, la dose d'intervention, si on veut parler ainsi, est ajustée en fonction de la somme de besoins que les parents manifestent. C'est pour ça qu'on parle d'une approche populationnelle de santé publique en gradin. On appelle ça, c'est ainsi qu'on appelle ce type de programme. Puis ça se compare un peu à, si on pense par exemple à un intervenant qui va intervenir individuellement avec un parent, puis que bon, quand il a fini avec ce parent-là, il intervient avec un autre, etc. C'est comme prendre un arrosoir et arroser une fleur une par une, comparé à avoir un système d'irrigation pour arroser le champ au complet. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le concevoir. La manière dont on travaille, typiquement, là, le parent qui va arriver à... Voyez-vous, j'aime ça, les pyramides, il y en a une autre ici, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Elle représente un peu autre chose. Je vais vous l'expliquer. La plupart des parents qui vont se présenter devant l'intervenant dans ce genre de programme-là, ils vont arriver puis ils vont demander à l'intervenant « Comment je fais là, pour appliquer les stratégies parentales qui sont en haut de la pyramide? Je suis dans le rouge, là, mon enfant, il se comporte pas bien, puis je veux savoir comment l'encadrer, puis qu'est-ce que je fais pour faire ça? » Et le gros travail, souvent des intervenants, ça va être de ramener les parents à la base de la pyramide. Dire, OK, avant de commencer à penser comment appliquer des conséquences, comment envoyer ton enfant, le retirer, tu sais, souvent quand on a l'image de l'enfant qu'on envoie à genoux dans le coin, là, tu sais, bon, alors, avant d'arriver là, il y a plein d'autres choses que tu peux travailler avec ton enfant. Et peut-être que si tu fais toutes ces autres choses-là davantage, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu vas avoir besoin de moins en moins souvent de te rendre en haut de la pyramide, puis que ça va être juste dans des situations plus d'exception que tu vas te rendre là. On va te montrer comment faire, mais on va commencer par travailler l'ensemble des stratégies parentales positives. Donc, ça peut commencer par quelque chose d'aussi simple que parler avec son enfant, passer du temps de qualité avec lui, donner de l'affection. Puis passer du temps de qualité, ça le dit, c'est du temps de qualité, ça n'a pas besoin d'être une énorme quantité de temps. Hein, puis souvent, on sait que le temps, comme je disais tout à l'heure, c'est un enjeu pour les parents. Mais du temps de qualité, ça peut vouloir dire quoi? Je donne un exemple. Moi, ma fille, quand elle se couchait le soir à la maison, elle voulait toujours qu'on se couche 2 minutes avec elle. Elle disait toujours 2 minutes, comme s'il y avait un R dans le 2 minutes. Fait que donc, on se couchait 2 minutes, puis ça faisait son bonheur. Alors, vous voyez un peu le genre de comportement qu'on peut enseigner aux parents dans ça. Puis chaque parent est libre de trouver un peu qu'est-ce qui lui convient là-dedans. Mais on l'accompagne dans cette pyramide-là pour lui apprendre à utiliser ces différentes stratégies-là d'une façon positive, puis en fonction du type de situation qui se présente avec son enfant aussi. On a évalué donc ce programme-là, on l'a mis en place au Québec dans 2 territoires de CLSC, un dans la région de Québec, un autre dans la région de Montréal. Il a été appliqué par des intervenants de CLSC, mais aussi de centres jeunesse, d'organismes communautaires. On a eu la participation de gens des CPE et des écoles primaires qui allaient animer des conférences. Donc, il y a eu vraiment, ça a été une mobilisation assez large, je dirais, de plusieurs secteurs qui interviennent auprès des enfants, où ce programme-là a été offert. Et après 2 ans de suivi de ce programme-là, qu'est-ce qu'on en a retenu? Qu'est-ce qu'on en a appris? Bien, premièrement, ce qu'on apprend, puis ça, c'est la base, c'est qu'avec tout l'appui et les ressources qui sont nécessaires, puis ça, je l'ai souligné parce que c'est très important, nos milieux d'intervention, ils sont tout à fait capables de s'approprier un programme complexe comme ça, un programme aussi exigeant. Ils sont capables de l'apprendre, de se l'approprier, de l'implanter rigoureusement, et aussi de l'offrir aux parents avec des résultats probants. Des résultats probants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça marche. Ça marche avec nos parents ici au Québec, ce type de programme-là. Et nos intervenants sont tout à fait capables de le faire, moyennant qu'on leur donne du soutien, qu'on les appuie, que leur patron, leur gestionnaire, leur supérieur les appuie, les aide là-dedans, ils croient, puis ils leur donnent les conditions pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc ça fonctionne.
L'autre chose qu'on a appris, c'est que la participation des parents à ce programme-là était très satisfaisante. Et incluant pas seulement monsieur, madame, qui n'a pas de difficulté puis qui veut juste comme devenir un meilleur parent, mais incluant aussi beaucoup les pères. On a souvent tendance à dire que les pères ne participent pas à ce type d'intervention-là. Alors, on a eu quand même le tiers de nos parents qui se sont prévalus des services étaient des pères. Donc ça, c'était très intéressant. Et je pense que c'est le fait que, justement, on va chercher des outils concrets. Et ça plaît beaucoup aux pères qui ne sont pas nécessairement disposés à aller s'asseoir pendant 2 heures pour jaser de sujets, mais quand on leur donne des moyens, ça, ils aiment ça, par exemple. Donc ça a bien fonctionné. Les familles plus défavorisées aussi, on a quand même rejoint un bon nombre là, de familles plus défavorisées avec ce programme-là, et pourtant, on sait que souvent, c'est des familles qui peuvent être plus difficiles à rejoindre. Après avoir suivi le programme Triple P, les parents ils rapportent plusieurs améliorations dans leur vie avec leurs enfants, puis par rapport à eux-mêmes, dans leur façon d'être parents. Et c'est des améliorations qu'on appelle statistiquement significatives. Ça veut dire qu'elles sont vraiment des vraies améliorations. Et elles ne sont pas juste statistiquement significatives au niveau des chiffres, mais même cliniquement significatives. C'est des gros effets, des gros changements que les familles vont rapporter. En général, les parents qui ont suivi Triple P aussi, ils vont s'améliorer davantage que ceux qui ont quand même reçu des services, mais les services qu'ils auraient reçus habituellement dans un CLSC, par exemple. Donc, les services de soutien à la parentalité usuellement offerts sont efficaces aussi. On voit aussi que ces parents-là s'améliorent, mais les parents qui ont suivi Triple P s'améliorent plus. Comment on est arrivé à ces résultats-là? Ben, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, je vais passer rapidement là-dessus. Un partenariat multiniveau avec plusieurs secteurs d'activités qui interviennent auprès des tout-petits, un accompagnement continu pendant toute cette démarche-là de mon équipe de recherche pour amener les gens à développer un peu leur planification, la formation, mettre en œuvre le programme, et finalement pour évaluer les effets du programme, autant en termes de processus d'implantation que d'effets sur les parents. Ça, c'est juste un petit clin d'œil pour vous montrer le matériel promotionnel qu'on avait développé pour le programme. C'était nos affiches qui voulaient transmettre aux parents le message que, regarde, parfois, on y a tous déjà pensé de taper notre enfant dans le mur, mais on ne le fait pas nécessairement. Puis il y a d'autres stratégies qui existent, donc c'était d'encourager les parents qui se sentaient un peu dépassés, débordés, à aller chercher de l'aide. Très rapidement, je vais glisser rapidement là-dessus, mais rappelez-vous juste qu'on avait 2 groupes de parents qui ont participé à notre recherche. Un groupe qui a reçu Triple P, un autre groupe qui a reçu les services habituels en CLSC. Et tout de suite après le programme, quand on compare ces 2 groupes-là, on avait 388 parents au total. Laissez faire toute la petite figure, là, je vais glisser vite là-dessus aussi, mais retenez qu'on a 388 parents qui ont participé à la recherche. Donc, les parents rapportent des améliorations. Ça, c'est nos questions de recherche, mais je vous les ai dites tout à l'heure, donc je passe vite là-dessus aussi. Sur quoi les parents s'améliorent? Sur leur état psychologique. Okay, donc, ils se sentent plus efficaces comme parents après avoir suivi le programme, se sentent plus en maîtrise de ce rôle-là. Ils rapportent moins de détresse dans leur rôle de parents. Ils rapportent moins de détresse psychologique tout court aussi, mais ça, le programme, les services de CLSC sont aussi efficaces que Triple P pour la détresse psychologique. Au niveau des difficultés relationnelles avec leur enfant, ben, ils ont l'impression que leur enfant est moins difficile qu'il était avant. Ils rapportent une relation moins dysfonctionnelle avec leur enfant. Ils rapportent des meilleures pratiques d'encadrement en général, donc moins de pratiques laxistes, hostiles, très réactives, comme on parlait tout à l'heure, plus de pratiques parentales positives, moins de violence psychologique et aussi un petit peu moins de violence physique, mais ça, c'est vraiment... il n'y en avait déjà pas beaucoup au départ qui utilisaient de la violence physique, c'était surtout de la violence psychologique où on a vu un effet. Et finalement, un comportement des enfants qui s'améliore également. Donc, des enfants qui ont plus de comportements qu'on appelle prosocial, c'est-à-dire des comportements de coopération, de partage, etc. Et moins de problèmes de comportement, autant au niveau des problèmes plus intériorisés, comme les problèmes affectifs, sentiments dépressifs, anxieux, et aussi moins de problèmes de comportement et d'hyperactivité. Lise, tu me permets-tu de juste présenter mon dernier petit vidéo? Parce que le reste, je peux glisser. Mais je voulais juste comme vous montrer qu'est-ce que les parents en disent, parce qu'on a un petit film là-dessus. Alors, je vous fais jouer mon petit vidéo et puis après ça, on pourra discuter.
qu'est-ce que ça a apporté chez moi? Vraiment une meilleure collaboration avec Jasmin. Moi, je peux mieux gérer des situations à laquelle avant, je savais pas que je pouvais changer comme ça. Là. Disons qu'il y a eu des changements au niveau de l'enfant et à mon niveau à moi. Moi, je suis un peu plus calme. Ma fille est devenue un peu plus autonome. Elle s'oppose un peu moins. Il a fallu que j'apprenne à être plus disciplinée. Donc, le matin, on se lève, on fait toujours la même chose. Dans le fond, c'est toujours la même routine. C'est toujours aussi la même conséquence. Les règles de base sont connues. Ça a changé la dynamique parce que, et aussi Jasmin collabore mieux, et aussi moi, j'ai mis des outils en place, dans le fond, qui m'ont permis de faire de façon réelle aussi. Là. Ce que Triple P nous a apporté, c'est vraiment améliorer la vie de couple, la vie de famille. Parce que depuis 7 ans, c'était très, très difficile. Puis ça nous a apporté à avoir une meilleure vie de couple et plus heureux. Plus heureux Ben oui. Pas juste nous deux, les trois ensemble. Parce qu'à un moment donné, tu sais, ton enfant, quand il est tout le temps rendu au plafond, ben là, t'as moins le goût de le voir. J'ai plus d'écoute parce que je suis plus crédible, parce que je perds moins le contrôle. Mes enfants se sentent plus sécures. Ils voient que je me sens plus solide, j'ai plus confiance, donc ils se laissent plus aller à suivre finalement la voie que je leur présente, plutôt que de résister. Les crises finies, les crises majeures, on n'a plus fini, c'est drôle, mais jamais vu, on n'a plus vu. Il y a des fois des petites tentatives, des fois des petites choses, mais en même temps, les pratiques, ça tue dans l'œuvre, pouf, C'est ça. C'est pas une joke, ça, c'est vraiment On impressionnant. ne laisse pas monter. Je m'aperçois que j'ai du pouvoir positif envers Jasmin. Je suis capable d'avoir des solutions qui sont positives. Fait que dans le fond, ça l'apporte moins un fardeau pour moi. Puis, et Jasmin, ça l'aide. Puis ça l'aide tellement pour la dynamique de la maison que ça en a un effet bénéfique. Ouais, on a retrouvé notre liberté à nous, en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille. Bonjour, Fabien Bitpol. Tout à l'heure, vous avez parlé non pas de l'augmentation de signalement à la DPJ, mais d'augmentation du taux jugé important, jugé admissible, si j'ai bien compris, de traitement. C'est-à-dire vous passiez de 11 et quelques à 14 et quelques, une augmentation de 3 points qui représentait 27%. Ça, mais ce que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'il y a eu... moi, je ne suis là que depuis 5 ans. Je suis désolé, donc je ne peux pas avoir suffisamment de background. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de l'incitation à téléphoner dans les campagnes de prévention? Est-ce qu'il y a eu vraiment une augmentation du nombre de cas signalés, une prise de conscience? J'aurais bien aimé savoir comment ça se fait qu'il y a une augmentation de cas jugés importants. Il y a beaucoup de gens actuellement au Québec qui se cassent la tête pour essayer effectivement de comprendre cette augmentation-là. On ne pense pas que c'est seulement une augmentation de cas de maltraitance. On pense qu'il y a aussi, comme vous dites, une meilleure sensibilisation du public, puis peut-être une tendance à signaler qui est plus grande. Mais il n'y a pas eu en même temps de campagne particulière au Québec pendant ces années-là qui pourrait aider, qui pourrait expliquer ça. Donc, à quoi serait liée cette sensibilisation-là? Pourquoi, à un moment donné, ça a arrêté d'augmenter? Tu sais, donc, il y a plein de questions qui sont pas encore clarifiées. On est en train de travailler là-dessus. Il faut certainement pas exclure le fait que peut-être que ça se peut qu'il y ait plus de cas. Les enquêtes populationnelles qu'on fait dans la population générale suggèrent plutôt que l'abus physique serait en diminution, mais que les mauvais traitements psychologiques seraient en augmentation. Donc, il y a quand même, peut-être que ça change, hein, le profil des types de maltraitance qui sont signalés. Le fait qu'on a commencé à considérer que les mauvais traitements psychologiques existaient pourrait amener aussi un certain volume de signalement plus grand, parce qu'on a élargi un peu notre définition, dans le fond, de ce que c'était qu'un mauvais traitement envers l'enfant. Donc, c'est toutes des pistes, mais je n'ai pas de réponse très claire et ferme à vous donner là-dessus. Merci. C'était super bon, j'ai vraiment apprécié. J'ai plein de questions, j'en ai posé juste 2. Vous avez dit au début que le pourcentage des parents qui se sentent compétents est très élevé, plus de 90% si je me trompe. Et un peu plus loin, on voit que quand même, un quart des enfants subit de la violence mineure. Oui. Est-ce que ça veut dire... C'est quoi l'explication? Est-ce que ça veut dire que la punition corporelle est acceptée socialement, donc ça fait partie des bonnes pratiques parentales, ou est-ce que les parents surestiment leur capacité? Je pense que la deuxième option que vous dites, c'est les parents peuvent surestimer parfois un peu leur capacité.
Les parents aussi, il y a une ambivalence chez les parents actuellement qu'on voit dans les résultats d'enquête. Vous parlez des attitudes envers la punition corporelle, est-ce que c'est accepté? On note depuis, mettons, les 15 dernières années au Québec que les attitudes favorables à la punition corporelle sont en diminution, clairement, nettement chez les parents. On estime de plus en plus que c'est pas une façon appropriée d'éduquer les enfants. Par contre, on a à peu près plus de la majorité à peu près 63%, si je me souviens bien, en tout cas dans ces eaux-là, de parents qui vont dire les parents québécois sont trop mous avec leurs enfants. Donc, en même temps, on se juge trop mou. Mais la punition corporelle, c'est plus une avenue. Donc, qu'est-ce que je fais? T'sais, alors, il y a comme cette espèce de malaise-là, je pense actuellement chez les parents au Québec, d'avoir l'impression d'être mou, mais en même temps de pas trop savoir quel moyen alternatif utiliser. En même temps, on sait que la punition corporelle, c'est moins accepté. Donc, il y a cette espèce d'enjeu-là qui peut être présent dans les attitudes. Merci. S'il n'y a pas d'autres personnes, la deuxième question, c'était, ça déborde un peu du cadre de ce que vous avez présenté, mais des enfants qui vivent en garde partagée et qui auraient un parent qui a une approche positive et l'autre parent qui a une approche complètement contraire, qui est basée sur la coercition. Est-ce qu'il y a des études qui montrent l'impact que ça peut avoir, cette espèce de clivage éducationnel? Dans un contexte de séparation? Oui, et à long terme là, sur l'enfant, les dommages ou non psychologiques ou autres qui pourraient arriver. Je ne suis pas capable de vous donner une étude particulière là-dessus. Peut-être que mes collègues pourraient même m'aider, parce que c'est peut-être même quasiment plus leur champ que le mien. Mais ce qu'on sait, c'est que des approches de parentalité très différentes entre les conjoints, puis c'est vrai aussi dans les familles intactes, pas seulement dans les familles séparées, mais ça peut générer des conflits entre les parents. Hein? Donc, les conflits au sujet de l'éducation de l'enfant, c'est parmi probablement les conflits les plus fréquents que les parents ou les conjoints, qu'ils soient séparés ou non, vont avoir. Et on a vu que les conflits entre les parents, ça peut avoir des répercussions sur les enfants. Donc moi, je dirais que c'est probablement, puis là je m'avance un peu, mais à travers les conflits que ça génère entre les parents, que ça peut avoir de l'impact, ce genre de choses-là. Et les enfants de familles séparées, ben ça peut engendrer, déjà que c'est quand même exigeant pour un enfant, de passer d'une famille à l'autre, tout ça. Quand c'est très, très différent d'un milieu à l'autre, peut-être que ça peut engendrer une certaine confusion, surtout chez les plus jeunes qui sont pas capables de faire la part des choses en disant « OK, bon, chez papa, c'est comme ça, chez maman, c'est comme ça. » Les enfants, en grandissant, ils sont assez capables de s'adapter à ce genre de situation-là. Mais quand ils sont tout petits, peut-être que là, ça peut engendrer un petit peu plus de confusion. Puis en plus, s'il y a des conflits autour de ça, ça peut devenir stressant puis anxiogène pour l'enfance. C'est ce que je dirais. Mais si vous avez le goût de compléter... Bien, je voulais juste rajouter, mais plus en lien avec le début de ta présentation, c'est que si on met ça aussi dans un contexte où l'enfant, lui aussi, a des particularités, là, on vient d'amplifier aussi des enfants qui vont plus s'adapter, un enfant qui a plus de défis, qui est plus difficile, va encore d'autant plus réagir à ça. Puis je trouvais important ce que Marie-Hélène a souligné, c'est le fait que quand deux parents envoient des messages contradictoires, ça n'aide pas l'enfant indépendamment de la structure familiale dans laquelle il vit. Là. Donc, que ces deux parents soient dans la même maison ou dans des maisons séparées. Dans le fond, c'est tout le concept de coparentalité. Hein, comment on est pas seulement des deux conjoints, mais deux parents ensemble pour le même enfant, puis l'entente qu'on est capable de développer là-dedans. Je voulais avoir, dans toute la recherche que vous faites, est-ce que vous avez une idée de la proportion ou en tout cas l'estimation de parents qui vont chercher de l'aide? C'est à peu près 30% des parents qui, sur une période d'1 an, va demander de l'aide, va parler à un professionnel au sujet de l'éducation de son enfant ou du comportement de son enfant. Okay, souvent, ce n'est pas nécessairement des demandes d'aide formelles, mais en tout cas, c'est un parent qui fait une démarche, soit auprès de l'enseignante, de l'éducatrice, de son médecin de famille, d'un travailleur social, d'un psychologue, peu importe, mais d'un professionnel quelconque dans le domaine enfance-famille. Et c'est 30% des parents qui vont aller solliciter là, des conseils ou de l'aide ou, auprès de ces gens-là. 30% de tous les parents qui ont des enfants de tel âge à tel âge? Je crois que c'est 0-12 ans, le chiffre que j'ai en tête, mais je ne suis pas 100% certaine. Okay. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Puis, parallèlement à ça, plusieurs parents vont rapporter ne pas être au courant. Là, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il y a un chiffre quand même assez important de parents qui disent ne pas savoir
quels sont les services qui existent dans leur communauté pour les aider. Alors ça aussi, on a un défi de faire bien connaître les services qui existent, puis les choses que vous faites à ce niveau-là sont le fun, là. Puis pouvoir aiguiller les parents, parce que le besoin, il est vraiment là, on le voit. Merci. D'accord, merci beaucoup. C'était une excellente présentation. Saïma Suissi, je me présente, Centre multiethnique à l'Université Laval. En fait, vous avez dit au départ que le programme Triple P a été conçu à la base en Australie, puis qui a été repris ici. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des adaptations qui ont été faites pour l'appliquer au contexte québécois? Et si il y a eu parmi les parents qui ont participé à votre étude, à vos formations, s'il y a eu un bon pourcentage de parents qui sont issus de l'immigration. Donc ma question, c'est pour savoir, est-ce qu'il y a des adaptations à faire selon les cultures ou parce que je sais que la parentalité en contexte d'immigration, ça présente d'autres défis aussi. Puis, en tout cas, est-ce que le facteur culture joue quelque part? Très bonne question. Oui, il y en a eu. En fait, est-ce qu'il y a eu des adaptations? D'abord, dire Triple P, c'est un programme qui est utilisé dans à peu près 25 pays actuellement, de plusieurs cultures différentes. Donc, c'est une question qui s'est posée, pas juste ici, mais à beaucoup d'autres endroits. La position qu'on a prise ici, c'est de se dire, OK, on va l'essayer tel quel, on va voir au fur et à mesure les adaptations dont on va avoir besoin, peut-être. Et finalement, surtout dans la région de Montréal, parce qu'on avait un territoire montréalais dans la recherche, et là, ils en ont quand même pas mal plus de parents qui sont issus de l'immigration là-bas qu'ici, quoi qu'on en a à Québec aussi, mais dans le territoire là-bas, c'était 24%, c'était le quart de la population qui était issue de l'immigration, donc c'était beaucoup. Finalement, ça ne s'est pas tellement posé en cours de route. Puis les intervenants eux-mêmes, les partenaires eux-mêmes qui étaient qui se questionnaient beaucoup au début à savoir, mon Dieu, ça va-tu marcher avec nos parents issus de l'immigration, puis quelles adaptations on devrait faire. Au bout de la ligne, ils ont fini par se dire, finalement, on ne fera pas vraiment d'adaptation parce que ça se passe très, très bien avec les parents qui viennent au programme. Donc, ça s'est posé, mais finalement, ça n'a pas eu besoin de se faire. Puis je pense que c'est assez basique, comme vous voyez, ça parle à pas mal tous les parents, peu importe dans quelle culture ils sont. Bonjour, je me nomme Pierre Paré. Ce qui m'étonne... D'abord, félicitations pour le travail que vous avez fait. Je trouve ça excellent d'avoir cette éducation-là auprès des parents. Puis ce qui m'étonne là-dedans, c'est que seulement 30% des parents ont consulté. Ça m'étonne. C'est comme si être parent, c'est quelque chose de naturel. On n'a pas un métier à apprendre. On n'a pas une tâche à apprendre. On n'a pas une responsabilité à apprendre. Ça vient naturellement. Et surtout, il faut faire attention de ne pas être l'objet de la protection de la jeunesse. Donc, c'est pour ça l'ambiguïté un peu des gens qui disent, finalement, maintenant, avec la loi de la protection de la jeunesse, on n'a pas le droit de discipliner notre enfant, corriger notre enfant physiquement. On va faire l'objet d'un signalement, mais on ne sait pas quoi faire d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter à un moment donné, tu sais? Cet enjeu-là la DPJ va m'arrêter si je fais quelque chose, c'est entre autres un questionnement qui est présent beaucoup dans les gens des communautés culturelles qui arrivent ici, qui des fois même dans leur pays d'origine se sont fait dire « Oh, tu feras attention au Canada, tu vas voir que tu ne pourras pas faire ce que tu veux avec tes enfants », puis ils arrivent ici en étant un peu craintifs de savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Dans la population générale, c'est peut-être moins un enjeu, à part dans certains groupes, où il y a des problèmes, beaucoup de problèmes sociaux qui se cumulent, puis où on voit, on en a dans notre entourage des enfants qui sont placés, puis la DPJ qui débarque, puis que ça peut être un petit peu plus menaçant. Je dirais que probablement que si la majorité des parents ne vont pas consulter, parce que moi, 30%, ça me semble quand même être un assez gros pourcentage, que 70% n'y allent pas, je me dis, c'est peut-être vrai, c'est vrai que c'est normal d'être un parent dans la vie. Tu sais, quand tout le monde levait la main au début, s'il fallait que tout le monde ait des difficultés dans leur rôle de parent, on serait pas sorti du bois comme société. Donc, pour la majorité des gens, moi, ce que ça me dit, c'est pas qu'ils ont zéro problème, c'est qu'ils sont capables de gérer au quotidien les petits problèmes qui émergent, puis de mettre en place des moyens, puis ça fonctionne, puis ça va. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais ça va, puis ils se sentent relativement bien, satisfaits là-dedans, puis leur enfant se développe bien, puis évolue bien, donc il n'y a pas vraiment de problème majeur, là, donc ces parents-là ne ressentent pas de besoin, puis peut-être qu'ils n'en ont pas non plus de besoin particulier. Il faut pas non plus, il faut faire attention pour ne pas tout
psychologiser ou rendre difficile ou que tout devienne comme un besoin d'aller consulter non plus, je pense. Par contre, quand il y a des besoins qui émergent, il faut être capable d'y répondre. Puis ce qu'on sait, c'est que les parents... Savez-vous combien ça prend d'obstacles pour un parent pour l'empêcher d'aller consulter, par exemple, s'il y a besoin? Un seul. Un obstacle, puis il n'ira pas. Un délai trop long de service, il va laisser tomber. Donc, il faut vraiment être capable de répondre au moment où le besoin se présente, rapidement, puis de façon appropriée aux parents. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir là-dessus.